Donc, ce premier webinaire de 2022 était animé par Madame le docteur Schenkel, qui est docteur en psychologie et psychologue d'urgence. Nous aurons donc 25 minutes d'exposé et puis de présentation avec des outils, puis 10 minutes, de 10 à 15 minutes de réponse à vos questions. Et je vous propose de mettre vos questions dans le chat, la messagerie, et je ferai une synthèse pour pouvoir proposer les questions en fin de webinaire. Donc, je vous souhaite un agréable webinaire et je pense qu'on peut commencer. Je laisse la parole au docteur Schenkel. Bonjour, merci beaucoup Alexandrine. Je vais vous partager mon écran et puis voilà, démarrer au niveau de cette présentation, essayer de relever le défi de vous introduire ce thème dans le temps imparti. L'idée, c'est voilà, de poser un petit contexte théorique, quelques éléments de conseil et puis ensuite surtout de répondre à vos questions et puis de voir s'il faut aller un peu plus loin parce que là, on est plus sur une sensibilisation et une introduction. Ce que j'aimerais pour démarrer, parce que souvent, quand on parle de stress ou de toute problématique, je dirais, autour de ça, c'est déjà une auto-évaluation. En général, quand on demande voilà, à quel point vous avez été stressé ou pas, parfois vous ne l'êtes pas, parfois vous l'êtes, parfois c'est de l'adrénaline. Donc voilà, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on met derrière le mot stress. Mais j'aimerais juste qu'on commence par un petit outil. Donc là, vous voyez un niveau de vigilance qui va de 0 à 10. Entre 0 à 4, vous êtes plutôt en hypo calme. Une météo plutôt en dessous de l'activation ou de ce qu'on pourrait appeler la zone de performance. Entre 4 et 7, vous êtes sur cette zone qui va bien, qui est le stress adapté, voire la ZAO, donc zone d'activation optimale. Et puis de 7 à 10, on serait en hyperstress. Donc là, je vous laisse pour chacun. Vous pouvez éventuellement mettre dans le chat aussi avec quel niveau vous démarrez cette séance. Est-ce qu'on est déjà en post-repas et on est plutôt dans une hypo? Est-ce qu'on est en hyper parce qu'on n'a pas encore ventilé de ce qui s'est passé avant? 5, ok, on est dans la zone adaptée pour certains. Donc voilà, juste déjà pour vous de faire cette météo. Oh, on a plutôt du soleil. 8, hyper, ok. On a des choses variées. 5, 4. Ok, donc on voit qu'on varie autour des... On passe de 4 à 8. On le verra un petit peu tout à l'heure, c'est de se dire, voilà, en fonction de où j'en suis, 2, donc là on a une belle hypo. Quelle contre-mesure je vais mettre en place parce que quand ça va sonner, il faudra que je sois entre 4 et 7 parce que c'est là où je vais être efficace par rapport à mon intervention. Parfait, merci beaucoup pour les retours. Qu'est-ce qu'on entend par stress? Je vous ai mis quelques définitions parmi, il y en a énormément. Celle qui revient et qui est plus basée sur le côté, je dirais, physiologique, c'est cette notion de réaction réflexe neurobiologique, physiologique, psychologique. Enfin, tous nos systèmes se mettent en alerte pour faire face à une agression, une menace ou alors quelque chose d'inattendu. Ce n'est pas forcément négatif. Il y a quelque chose d'inattendu, je suis un petit peu en réaction de surprise, tout mon organisme se met en état de pouvoir agir. Donc, ça nous aide à focaliser notre attention, ça mobilise l'énergie, donc on va vraiment pouvoir être prêt à ce qu'il y aurait à faire. Et puis, ensuite, ça va nous préparer à l'action. On est donc, vous l'avez compris, dans une réaction qui est adaptée de notre organisme pour faire face à la situation. Ce n'est pas quelque chose à combattre. Souvent, on va parler de éliminer le stress, etc. Ce qu'on va essayer d'éliminer, ça va être les stresseurs, ça va être aussi les choses qui vont nous dépasser. Mais le stress en lui-même, si on n'en a pas, j'ai envie de dire qu'au niveau de
évolution, ben, on serait encore, on se serait fait bouffer par les dinosaures. Et au niveau de notre quotidien, ben, des fois, on aurait de la peine à se lever. Donc, c'est quelque chose dont on a besoin, c'est quelque chose qui va nous mettre en action. Par contre, ce qu'on va essayer de ne pas faire, c'est quand on va être dépassé par ça. Ce qui rejoint l'autre définition du stress, qui est en fait au niveau psychologique, pour certains auteurs, le stress, c'est l'évaluation d'un équilibre entre la demande, donc ce qu'on me demande de faire, l'exigence de la situation, et puis les capacités, les ressources que j'estime avoir. Quand je pars sur une alerte Save a Life, est-ce que je pars dans le cadre de mon métier et je suis du coup avec mes collègues, j'ai l'équipement, j'ai le matériel avec moi, ou est-ce que je suis surpris un petit peu au pied du lit ou à un autre moment et tout d'un coup je sens qu'il y a ce décalage-là? Est-ce que c'est ma première intervention? Et là, peut-être que mes capacités perçues vont être en décalage avec la demande réelle. Donc, c'est aussi, voilà, est-ce que j'estime que j'ai l'entraînement suffisamment calé pour y aller? Comment je me sens? Et là, on voit que réel et perçu sont importants dans cette évaluation de l'équilibre. Et en fait, dès que vous avez un décalage entre la demande et les capacités à faire face, il y a ce petit sentiment de stress qui peut nous dépasser. Donc après, c'est de se dire comment je rééquilibre ça pour ne pas me retrouver en situation de total déséquilibre et de difficulté. Je trouvais intéressant de vous montrer ce schéma, peut-être que vous connaissez, qu'on utilise passablement aussi dans les formations au niveau police et au niveau psychologie d'urgence, pour montrer les 4 phases, je dirais, par rapport à un stress normal. Donc, vous avez votre ligne de base en bas, donc ça c'est votre niveau de stress. Et là, on est différent, c'est-à-dire que je peux être plus ou moins anxieuse de nature, ma ligne, elle ne va pas être la même. Mais de manière générale, on a notre ligne à nous. Il y a une alarme, c'est l'alarme Save a Life, par exemple, ou ça peut être un autre événement. Il va y avoir un certain nombre de comportements. Je vais mettre en place des actions, donc les procédures, le rythme, je vais voir qui y a sur place, je vais m'annoncer si tout d'un coup l'ambulance est déjà là. Une fois que les actions ont été menées, voilà, le stress va se relâcher et là, vous êtes plus bas. Ça, c'est souvent pour les stress extrêmes où on va se sentir, par exemple, complètement épuisé, fatigué. Ensuite, il peut y avoir même des fois des tremblements ou autres. Et puis, petit à petit, la phase de récupération pour arriver jusqu'à notre ligne de base. Dans ce schéma-là, toutes les étapes, on va encore parler de stress adapté. C'est-à-dire qu'à chaque stress, je vais avoir cette réaction-là, ces étapes-là, plus ou moins prononcées en fonction du niveau de stress que j'ai vécu, en fonction de ma fatigue, en fonction aussi de mon entraînement. Si ça fait partie de mon quotidien, la phase de relâchement, je vais moins la sentir. Si ça a été un gros stress, je vais peut-être un petit peu plus sentir ça. Et puis, du coup, si je dois avoir une nouvelle alarme, je me poserai la question, est-ce que je suis en capacité d'y aller ou pas, parce que je suis encore dans cette phase de relâchement. Et ensuite, vous voyez cette barre orange, où là, ça va être la limite du supportable, c'est-à-dire que il y a des situations qui vont nous emmener au-delà de cette limite, et c'est là qu'on va parler de stress dépassé. C'est-à-dire que mes capacités normales, habituelles, vont être mises à l'épreuve pour une raison ou pour une autre. Et là, je vais pouvoir me retrouver en stress dépassé. Je ne veux pas avoir vos échos pour cette réponse face à une menace, mais en général, vous le connaissez, hein, les manières dont on va réagir quand on perçoit cette menace, ce qui pourrait être le cas quand il y a un déséquilibre trop important entre mes capacités et la demande, on va se retrouver dans les mêmes réactions instinctives face à un danger. Et là, on a les fameux 3F, Fight, Flight and Freeze, que vous retrouvez ici. Si je voulais l'aborder, c'est parce que ce soit vous dans l'intervention, parce que vous pouvez être en stress dépassé, ou alors les personnes sur place que vous allez trouver, peuvent se retrouver à un moment donné figées. Peuvent se retrouver tout d'un coup dans quelque chose où
elles vont pas pouvoir bouger, elles vont même vous compliquer la tâche quand vous allez arriver sur place. Et ça fait partie des 3 réactions. Et même nous-mêmes, hein, tout d'un coup, il peut se passer quelque chose, un événement, et au lieu de commencer le massage, on reste bloqué. Et puis, soit on arrive à se débloquer, soit c'est quelqu'un d'autre, un autre premier répondant, qui va à un moment donné prendre ce relais-là. Si j'ai mis la gazelle, c'est parce que la gazelle fait quelque chose qu'on oublie en tant qu'être humain en général de faire face à de gros stress. Donc, évidemment, je ne vous recommande pas de sauter partout, mais elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle décharge ce stress-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette réaction aussi physique, hein. Je viens d'avoir un gros stress. Face au lion, vous imaginez bien que l'attaque, elle a oublié comme stratégie. La fuite, si elle a le temps, elle va la privilégier. Si elle n'a pas le temps, elle va se retrouver figée. Et là, ça va être un état de conscience modifié. Son rythme cardiaque va être quasiment inexistant. La respiration, on ne va pas la sentir. Et une fois qu'elle a échappé au lion, elle va se lever et elle va vraiment sauter partout, décharger cette énergie. Nous, on a tendance à se dire que, OK, on a eu un gros stress et ça va passer d'un coup. Donc, il y a aussi ce côté de penser à se dire, OK, face à ça, qu'est-ce que je mets en place en face? Ça peut être une activité physique, ça peut être autre chose, on va se changer les idées, mais de faire attention, j'y reviendrai un petit peu sur la fin, de penser toujours à évacuer quand on a eu un stress pour pas que ça s'accumule, puis qu'on ait un effet un peu cocotte-minute en fonction du métier que vous exercez. Vous avez peut-être déjà toute une série de stresseurs, plus une intervention Save a Life, plus un enfant malade, plus, etc. Et la cocotte, elle devient bien pleine. Quand on va atteindre ce niveau de stress dépassé, donc comme je vous le disais, hein, ça c'est des réactions que vous pourriez avoir suite à une intervention ou que les personnes que vous allez voir sur place peuvent également avoir. Différents registres, hein, que vous constatez. Il peut y avoir des réactions d'évitement, c'est-à-dire qu'on ne va plus aller sur l'application, on ne va plus avoir envie d'entendre parler de la situation, on va éviter le quartier où ça s'est produit, par exemple. Il peut y avoir des réactions d'hypervigilance, on va sursauter dès qu'il y a un message qui arrive, on va pouvoir être irrité, pas être concentré sur notre travail. Il peut y avoir tout ce qui est aussi humeur, hein. En général, tristesse peut-être en fonction de l'événement qui s'est déroulé. Est-ce que la personne était décédée? Est-ce que le massage n'a pas pu aboutir? De la colère, de l'injustice en fonction de l'âge de la personne. Culpabilité de se dire, tiens, est-ce que j'ai fait les bons gestes? Est-ce que j'ai été suffisamment rapide? Il peut y avoir plein de questions comme ça qui reviennent. Le sentiment aussi avec des maux de tête, j'en ai plein le dos, hein, douleur au dos, digestion, épuisement. Et puis, ce qu'on appellerait la dissociation, c'est-à-dire le fait d'être coupé de ses émotions, d'avoir un décalage, hein, entre ce qu'on pense et ce qu'on ressent, de se sentir à côté de ses pompes, de ne pas être à son affaire. Ça peut faire partie des réactions qu'on peut constater sur les minutes et les heures qui suivent. Et l'idée, si on est dans la peau du premier répondant, c'est de se dire d'observer la fréquence et l'intensité de celle-ci, parce que dans les premiers moments, on est dans des réactions où notre corps fait face, où notre esprit fait face à ce qui vient de se passer. Et après, si ça perdure, c'est là où effectivement, au-delà d'un mois, on va se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose et est-ce que ça vaut la peine d'avoir une consultation autour de ça pour que ça disparaisse. Pour les personnes qui seraient dans vos interventions, donc l'entourage de la personne pour qui vous intervenez, elles vont pouvoir être aussi dans ces réactions-là. Et là, ce sera, j'ai envie de dire, peut-être d'interpeller si jamais les secours, si vous remarquez qu'il y a quand même des réactions qui sont importantes et c'est eux plutôt qui vont gérer ça. Mais parfois, je sais que vous êtes en lien, vous directement, avec les proches. Donc, ça peut aussi créer une source de stress supplémentaire pour vous. Que faire par rapport à ça? Après, sur la théorie, je reviens volontiers s'il y a d'autres questions, mais je voulais quand même vous donner des outils face à ça. J'aime bien cette image de mix et remix parce que je trouve que ça évolue bien
ce qu'on pourrait avoir envie de dire dans ces moments-là. Et parfois, on se rend compte qu'on est en train de partir en vrille. Donc, c'est comment nous ramener. La première chose, et c'est ce que je vous ai fait faire au début, c'est déjà, moi, comment je me sens, où est-ce que j'en suis. Est-ce que je suis plutôt bas au niveau de mon stress? Est-ce que je suis justement plutôt dans ce stress qu'on pourrait qualifier d'utile, c'est-à-dire que c'est lui qui va m'aider à avoir les bons réflexes, à agir plus vite? Ou est-ce que là, tout d'un coup, je sens que non, là, le niveau, il est en train euh, d'impacter ma capacité à raisonner, il est en train de me figer. Donc ça, je dois évaluer aussi par rapport à ça pour pouvoir m'adapter à la situation. Peut-être que du coup, si on est deux, je vais demander à quelqu'un de commencer, comme ça, moi, j'ai le temps de me récupérer, puis je fais autre chose. Peut-être que je vais mettre une contre-mesure en place parce que mon stress est trop élevé et qu'il faut que je le régule. Autre point aussi qui me paraissait important, c'est quel est mon niveau d'énergie. Est-ce que là, je suis au maximum de ma batterie de téléphone ou est-ce que je suis plutôt à plat? Du coup, quand l'alarme sonne, est-ce qu'en fonction de ce niveau d'énergie, je vais m'autoriser à la prendre ou pas la prendre selon mes capacités? Si je la prends, comment je vais monter 4 par 4 les marches et puis ne plus être capable de faire le massage en haut ou plutôt perdre 30 secondes et être en capacité. Enfin, tout ça, c'est des choses aussi à prendre en compte pour se dire au moment où je vais devoir pratiquer les gestes, comment est-ce que je pourrais être le plus efficace possible au moment où j'aurai besoin. Vous avez d'autres systèmes, hein, je vous les ai mis, d'autres échelles qui sont tirées plutôt des outils qu'on va utiliser. Et ça, c'était utilisé notamment avec des pompiers qui rentrent d'intervention pour évaluer le niveau de tension ou stress au retour et puis le niveau d'épuisement. Ça peut être des choses que vous pouvez faire aussi quand vous revenez d'une intervention. Pas forcément de le noter tel quel, mais juste de vous dire, OK, au final, ça a été, c'est déjà réglé ou non, là, je suis quand même épuisée. Il faut que je prenne un petit temps avant de retourner dans mon activité habituelle que j'ai lâchée avant de partir. Donc, l'auto-évaluation, ça paraît basique, mais c'est une des premières pistes que vous pouvez utiliser par rapport à cette gestion-là. Autre outil, détection des signaux de stress. Est-ce que j'attends d'avoir mal à la tête ou mal à la nuque? Je vous prends un exemple, c'est un peu mon cas. Ou est-ce que je repère mes signaux de stress en amont, qui sont des fois peut-être un manque de concentration, d'autres choses qui pourraient m'indiquer avant que ce soit le physique qui vienne me dire, OK, là, tu es en train de te figer, tu es en train de te stresser, mets en place quelque chose. Donc ça, je vous en ai mis, mais de manière générale, vous avez les 4 manifestations, donc physiques, plutôt psychiques, émotionnelles, psychologiques et puis comportementales. Est-ce que je vais m'énerver dès que ça se passe pas bien une fois que j'arrive sur site? Ce qui nous aide aussi dans ces situations-là, quand tout d'un coup, on est un peu pris, on se retrouve un peu en stress dépassé, c'est de se refocaliser sur c'est quoi ma mission en fait. Là, je suis en tant que premier répondant. Peut-être que dans mon métier habituel ou mon autre métier, je fonctionne différemment. Là, je n'ai pas forcément les mêmes outils. Ou alors, c'est la première fois que je suis confrontée entre le man situation réelle. Donc, OK, le DQS, c'est de quoi s'agit-il? Comment je me prépare sur le trajet ou en amont, le fait de connaître l'application, pouvoir basculer sur mon GPS si nécessaire, de bien regarder les informations sur le lieu, le code, parfois justement avec cette urgence, puisqu'il y a réellement une urgence, l'idée c'est d'arriver le plus vite possible. Parfois, dans la précipitation, je ne vois pas les infos parce que mon œil il cherche autre chose, ce n'est pas dans la bonne couleur. Donc, aussi de prendre ce temps-là, de ne pas en perdre pour la suite. Comment je peux me préparer sur le trajet? L'équipement, est-ce que j'en ai, est-ce que j'en ai pas à prendre en route? Et puis, quelle est ma mission une fois que j'arrive sur place? Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire en préparation mentale. OK, voilà, sur place, je vais arriver.
à peu près d'après les infos que j'ai, ça va se dérouler comme ça. Voilà ce que je vais faire en premier, évidemment sur place. La situation risque d'être différente, mais au moins vous aurez un petit peu préparé votre esprit à réagir. Ce modèle que je voulais aussi vous montrer, celui de Covey, qui est un modèle que je trouve utile aussi bien dans les situations d'urgence que dans notre situation, je dirais, quotidienne, pour pouvoir sur la priorité qui est le cercle vert. Qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je maîtrise à ce moment-là et qu'est-ce que je peux faire concrètement. Vous êtes coincé au feu rouge, bah vous êtes coincé au feu rouge. Vous pouvez pas aller plus vite, c'est très frustrant. Mais du coup, comment je mets ce temps au final pour faire ma préparation mentale, peut-être pour respirer, pour me calmer un petit peu parce que je sens que je suis activée. C'est vraiment ça, c'est de se dire comment j'utilise parce que il y a des choses que je ne maîtrise pas et que je ne vais pas pouvoir changer. Donc, ce premier cercle, c'est vraiment le cercle que j'ai de contrôle. Je vous explique les autres aussi. Le cercle d'influence, je peux avoir une influence, c'est-à-dire que je peux, par exemple, poser une question, demander. La réponse peut être oui ou non. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas totalement dans ma maîtrise, mais où je peux essayer d'exercer une influence. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple pour Save a Life? Par exemple, je n'ai pas le code. Je peux essayer d'appeler le 144 pour voir si entre deux, ils l'ont eu. Donc, je peux exercer une influence, mais je ne maîtrise pas tout parce que peut-être qu'ils ne l'ont pas. Et peut-être que la personne est trop confuse pour pouvoir le donner. Et le cercle de préoccupation, ça va être toutes les choses qui vont nous polluer, nous contaminer au quotidien, qu'on va ruminer, mais sur lesquelles on n'a pas concrètement un pouvoir d'agir directement. Donc, ça peut être les règles, ça peut être les normes, ça peut être des choses qu'on ne pourra pas changer sur le moment. Et plutôt que de se prendre la tête là-dessus, c'est vraiment de se dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Et puis, vraiment de se redire, parfois dans certaines situations, en tout cas pour ma part, d'urgence, de me dire, mais là, ton rôle, c'est quoi? C'est quoi ton objectif? Et puis, ça aide à réfléchir sur ce qu'on peut réellement changer. Vous avez des différentes techniques, hein. L'idée, c'est que vous trouviez les vôtres, mais vraiment par rapport à cette évaluation du début. Où est-ce que je suis? Si je suis en hypostress, comment je trouve des moyens de me dynamiser? Ça peut être par de la respiration, ça peut être par d'autres techniques. Si je suis en stress adapté, j'ai envie de dire, c'est pas là où on se pose le plus de questions parce qu'on se sent en contrôle et puis on va appliquer notre procédure, puis tout va rouler. Il faudra juste ensuite se poser la question de est-ce que tout est OK? Est-ce que j'ai besoin d'évacuer le stress ou au final non, ça a déjà été récupéré en discutant un petit peu avec les autres intervenants et puis je peux reprendre le cours normal de mes activités. Ou alors, est-ce que je suis en... là, vous voyez quelques exemples, hein, peur, fatigue, le cœur qui bat à fond, voire la panique. Comment je vais redescendre rapidement? Qu'est-ce que je vais utiliser? Ça peut être des techniques tellement basiques qu'on n'y pense pas, comme la respiration. Ça peut être d'autres choses que vous mettez en place, mais on est bien d'accord que sur le moment, il faudra que ce soit quelque chose que vous puissiez faire dans l'action, parce que vous n'avez pas le temps, je schématise, mais de sortir votre tapis de yoga ou de vous mettre en méditation. C'est voilà, qu'est-ce qui va pouvoir nous désactiver rapidement? Le fait de se focaliser sur notre mission, le fait de respirer, le fait de tout d'un coup trouver quelqu'un autour de soi qui va peut-être prendre le lead. Ça peut être plein de petites choses comme ça qui vont nous aider à reprendre pied. Par rapport au stress, ce qui va faire que, donc on l'a vu, hein, par rapport à la limite du supportable, il y a des événements qui vont nous faire dépasser cette limite d'un coup, parce que tout d'un coup, on se retrouve au-delà de nos limites. Donc, par exemple, la personne qui va retrouver son proche inanimé, voilà, ça risque de passer directement cette étape-là. Donc, vous allez la retrouver dans un stress dépassé. Puis,
autre chose qui va être à risque de nous faire dépasser cette limite-là, c'est le stress cumulatif. C'est-à-dire que si on reprend le schéma qu'on a vu tout à l'heure avec nos 4 étapes, bah, je n'ai pas eu le temps de relâcher et de récupérer qu'il y a de nouveau une source de stress. Et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, je vais dépasser cette zone-là. Là, on voit les différentes causes qui peuvent vous amener à ça. Ça peut être plein de petits stress au quotidien, mais qui, au bout d'un moment, vont être difficiles. Ça peut être une combinaison entre j'avais un équilibre vie privée, vie professionnelle, et puis au final, malheureusement, maintenant, il y a des deux côtés où il y a des petits soucis. Ça peut être le fait que pour une raison X, Y ou Z, je ne peux pas récupérer. J'arrive moins à dormir. Facteur, je dirais, lié au stress ou rien à voir. J'ai un enfant en bas âge et puis ma récupération, elle n'est pas optimale. Ou alors, ça peut aussi être des causes parce que, en fonction de mon parcours de vie, en fonction de ce que je viens de traverser, il y a une espèce de vulnérabilité. Et puis, petit à petit, vous avez ce développement lent et progressif qui va tourner vers le stress cumulatif avec des conséquences négatives physiques et psychologiques qu'on connaît assez bien, et puis des répercussions, que ce soit au niveau privé ou professionnel. Une des particularités de ce stress cumulatif, c'est qu'on ne le voit pas forcément arriver. Parfois, c'est notre entourage qui le voit avant nous, et que ce n'est pas forcément évident, et que du coup, le fait de cumuler des activités différentes peut nous emmener là-dedans. Donc là, je voulais attirer aussi votre attention à travers ça pour couvrir, je dirais, un petit peu les différents thèmes autour du stress sur le côté récupération. On sait que moins on a de récupération, plus ces phénomènes peuvent se produire rapidement. Donc, je reviens à ma gazelle, de se dire comment on récupère au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on met en place pour récupérer de ces interventions, autre chose qui est important par rapport, que j'ai oublié de vous dire par rapport au stress dépassé, c'est-à-dire le sentiment d'impuissance, le fait de ne pas pouvoir faire face, c'est un risque supplémentaire. Donc, en fait, dès que je vais réussir à remettre dans ma zone de contrôle, je vais limiter aussi tout ce qui est risque de débordement et tout ce qui est risque aussi de stress aigu, voire de stress post-traumatique. Je voulais brièvement, j'espère que je n'ai pas été trop rapide et que ça a été clair, mais vous exposer entre de quoi on parle quand on parle de stress. Après, on pourra débattre des définitions, il y en a plusieurs. Mais surtout de le voir pas comme un ennemi, comme quelque chose qui peut vous être utile parce que ça nous aide à être plus performants. Mais du coup, si je ne suis pas dans la bonne zone, pour me mettre dans cette zone-là et comment je vais pouvoir appliquer des choses. Malheureusement, dans le temps qui nous est imparti, on ne peut pas aller sur des techniques complètes, mais qu'est-ce que je mets en place rapidement par rapport à ça? Est-ce que c'est une respiration au carré? Est-ce que c'est une respiration dynamisante? Voilà. Est-ce que je m'exerce au préalable à marcher très très vite, mais à respirer lentement pour pouvoir appuyer à la fois sur le frein et l'accélérateur? Ça, c'est des choses qu'on peut évoquer maintenant à travers vos questions. Je ne sais pas au niveau du timing, j'espère que ça a été. Donc, en conclusion, ça fait partie de nos interventions et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc, ça, le stress est partie inhérente et c'est ça qui va nous mobiliser, nous permettre d'agir. Par contre, c'est important de s'auto-évaluer, de pouvoir mettre en place des contre-mesures rapidement pour pouvoir agir sur ce stress cumulatif. Et puis, j'ai envie de dire d'avoir des antennes, surtout par rapport au stress cumulatif, parce que c'est souvent nos collègues, notre entourage qui va nous dire qu'il peut y avoir un léger souci. Ça, c'est si jamais on peut faire un exercice de respiration si vous en avez besoin. Et sinon, je vais arrêter le partage, comme ça on peut tous se voir. Et ça permet peut-être d'enchaîner sur les questions que vous auriez eues au fur et à mesure ou que vous avez maintenant en live. 46, ça va. Merci beaucoup, Katia, pour cette
cette présentation et cette explication sur comment est le stress et comment il arrive et comment il peut rester aussi. Pour l'instant, je n'ai pas de questions, donc n'hésitez pas si vous voulez des précisions ou un complément relativement bref, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais au moins des informations complémentaires. Il y avait une petite question, moi j'ai reçu, mais en privé, c'est de dire, après une intervention, est-ce qu'on reçoit des nouvelles de la personne? Est-ce que c'est une démarche ou au contraire, vaut-il mieux se dire que j'ai agi et qu'on laisse les pros s'occuper de la suite? Bonne question. Ouais, ça c'est souvent un défi. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a déjà un aspect pratique, c'est que souvent, pour des questions de secret médical, vous n'aurez pas forcément d'informations puisque la personne va être transportée, qu'ensuite elle sera à l'hôpital et que vous n'aurez pas forcément moyen d'avoir de l'information. Donc déjà, ça, c'est une donnée quand on intervient dans ce type de situation qu'on a, qui peut être parfois assez frustrante. Donc, j'ai envie de dire, vaut mieux partir du principe que nous, on est un des éléments qui a permis que ça se fasse au mieux. Et puis, de plutôt se dire de qu'est-ce que nous, on a pu faire, est-ce qu'on a pu faire le maximum. Peut-être qu'il y a des fois des retours en se disant, bah, tiens, ça, j'aurais pu faire différemment. Donc là, on va l'inclure pour la prochaine fois. Mais je pense qu'il vaut mieux rester sur qu'est-ce que moi, je peux faire plutôt que d'attendre et d'attendre d'avoir la réponse. Parce qu'au final, si le retour est négatif, ça ne m'aidera pas forcément. Donc, c'est plutôt de comment moi, je peux me dire que j'ai fait le maximum dans le temps que j'avais avec cette personne et qu'ensuite, c'est au pro et que mon rôle en tant que premier répondant, c'est entre l'alerte et l'arrivée des professionnels. Et puis, s'ils ont besoin d'aide, évidemment, je les aide. Katia, j'ai une question. Quelle méthode ou outil pour gérer le stress au début de l'intervention, à part les exercices respiratoires? Alors, effectivement, outil le plus facile, exercice respiratoire. Et ensuite, au début de l'intervention, ce sera plutôt des choses, j'ai envie de dire, en préparation mentale. Donc, pas complètement trop bas dans le niveau d'énergie dont vous allez avoir besoin, mais ça va être plutôt des choses de préparation mentale que vous aurez fait avant. Et il y a une chose toute simple qui peut aussi vous être utile, c'est gérer de la même manière, ou alors tu es formé pour, ça va bien aller. Donc plutôt des choses qui vont avoir tendance à nous rassurer et qu'on peut se dire rapidement. Ou alors après, il y a plein d'autres choses, mais qui nécessiteraient de développer un peu plus, comme les techniques d'optimisation du potentiel. C'est un peu mon dada en ce moment, c'est pour ça que je reviens là-dessus. D'accord, merci beaucoup. J'ai une autre question. Quels symptômes nos proches peuvent constater si nous sommes dans cette phase de stress cumulatif? Alors, ça peut être le fait que vous êtes un peu moins à votre affaire, ça peut être le fait que vous êtes irrité, que vous n'avez plus envie de faire certaines choses avec eux comme d'habitude, que vous avez besoin de beaucoup plus récupérer, que l'activité sportive que vous faisiez, vous ne la faites plus. Donc, en général, c'est plutôt des remarques en disant, bah voilà, t'es nerveux ou t'es irritable, on ne peut plus rien faire. Ça va être surtout ça, des changements de comportement en fait qui vont remarquer chez vous. Le fait que vous ne proposiez plus pour donner votre aide comme vous le faisiez au début. Enfin, voilà, c'est un petit peu ce genre de choses. Stress cumulatif et épuisement professionnel, on est un peu sur les mêmes mécanismes. Donc, ce qui vaut pour les signes d'épuisement professionnel vaut pour le stress cumulatif. D'accord. Allez, une autre question. Dans le cadre professionnel, donc une personne qui fait partie de l'APM, c'est compliqué après une intervention de redescendre, de se dire bon, allez, je vais souffler, je vais me poser, etc. Est-ce qu'il y a des outils pour travailler là-dessus? Parce qu'en fait, les personnes repartent tout de suite en intervention ou peuvent repartir tout de suite en intervention. Alors oui, alors de nouveau la respiration. Là, ce sera plutôt une respiration relaxante à ce moment-là. Dans un premier temps, pour un peu évacuer. Enfin, tout dépend du temps que vous allez avoir entre les deux, parce que c'est toujours ça le défi. Hein.
Si vous avez plus de temps, ben là, vous pouvez faire, j'ai envie de dire, un petit peu de relaxation ou autre. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, ben ça peut être juste de vous accorder 5 minutes pour aller aux toilettes et puis ouais, juste de vous dire, OK, je passe à autre chose, je switch. Ça peut être des petites techniques comme ce qu'on a. Enfin, il y a une technique qui s'appelle la déconnexion flash qui peut se faire en 2-3 minutes. C'est le fait de se concentrer, admettons là, sur ce que vous avez sous la main. Là, par exemple, moi, c'est mon trousseau de clés. Et puis de me mettre comme si je découvrais ce trousseau de clés pour la première fois. Je pars à l'étranger, je découvre et je me dis, tiens, j'ai jamais vu cet objet et je me mets dans cet esprit de curiosité. Donc, je vais vraiment le regarder, voir les inscriptions. Bah là, par exemple, il y a une inscription que je n'avais jamais fait attention sur la marque de ça. Donc, vraiment d'abord visuel. Ensuite, je vais fermer les yeux. Je vais faire pareil au niveau du toucher. Est-ce que je vois des différences de température, de texture au niveau, est-ce qu'il fait un bruit? Est-ce que quand je clique dessus, ça fait un bruit, etc. Est-ce que cet objet a une odeur? Et si je devais imaginer un goût, quel goût ça aurait, métallique, etc. On peut le faire en 2-3 minutes. Donc, vous l'avez vu, j'ai fait à travers les 5 sens. Et en fait, ça nous permet juste de switcher. Ça débranche un petit peu notre cerveau. Et puis, on est un petit peu plus attentif. Donc, ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas beaucoup de temps. Ça peut être quelque chose que je verrai. Sinon, ça peut être juste une petite pause, un café, enfin, un prétexte pour vous donner 2-3 minutes avant de repartir, mais dans la réalité des faits, ça sonne, vous devez y aller. Donc là, c'est si vous devez y aller, je pense que ce qui me paraît le plus utile, ça va être la respiration et les connexions flash. D'accord. Merci beaucoup. Une autre question. Avez-vous quelques suggestions pour gérer le stress des personnes présentes sur le lieu de l'urgence? Alors, ça va dépendre si vous êtes seul et que vous devez vous concentrer sur la personne et le massage, ou si vous avez du temps à consacrer à ces personnes-là, ça ne va pas forcément être les mêmes stratégies. Si vous êtes seul, ce qui peut être bien, alors après, ça va dépendre aussi du degré de stress, hein. Est-ce que c'est un stress raisonnable ou est-ce que là, ils sont en train de vous partir en vrille, puis il va falloir les ramener rapidement. S'ils partent en vrille, si je peux utiliser cette expression, l'idée, ça va être de les ramener assez rapidement à du cognitif en leur posant des questions où ils doivent faire appel à leur cortex préfrontal, c'est-à-dire tout ce qui va être chiffres, couleurs, choses assez instinctives. Donc, ça peut être de leur demander leur nom, leur date de naissance, un numéro de téléphone, enfin des choses comme ça où ils vont revenir petit à petit vers vous. Puis ensuite, vous les recrutez pour éventuellement aider à quelque chose qui ne soient pas essentiels, mais qui se sentent utiles. Et puis, du coup, comme ça, ils participent et ça va vous aider. Alors, ça peut être, par exemple, d'aller se poster à la porte pour attendre les secours et se signaler. Enfin, voilà, ça peut être des choses si vous êtes seul. Sinon, ça va être plutôt, s'il y a quelqu'un qui s'occupe de massage et que vous êtes avec eux, ça va être plutôt d'écouter, peut-être d'expliquer ce qui est en train de se passer en leur expliquant que voilà, là, il y a un massage qui est en cours, ensuite, voilà ce qui va se passer, peut-être de les éloigner petit à petit de la scène, si on peut leur éviter certaines images, c'est pas plus mal. Et puis vous, à travers votre attitude calme et contenante, bah, petit à petit, ils vont aussi se calmer et puis vous rejoindre dans l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Donc, je dirais, voilà, les 2 cas de figure qu'on pourrait imaginer. D'accord. Et puis, une dernière question que j'allais poser aussi personnellement. Que pensez-vous de la cohérence cardiaque sur la gestion du stress au quotidien? C'est un bon outil. Il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites sur cet outil-là, qui ont montré des résultats intéressants avec une pratique régulière. Donc oui, c'est un bon outil. Ça permet effectivement de nous remettre dans ce bon état-là. Et plus on pratique, plus on pourra le faire rapidement. On n'a plus besoin de faire nos 5 minutes, mais on fait juste un aller-retour et ça nous met dans le bon état. Aussi tout ce qu'on arrive à combiner entre préparation mentale, respiration et sensation
peut nous permettre rapidement de nous mettre dans un état où on se sent en bien, en sécurité pour interagir. Donc oui, cohérence cardiaque, c'est un bon outil. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je n'ai plus de questions. Je ne sais pas si vous voulez conclure sur ce temps. Je regardais juste s'il y en avait d'autres, mais effectivement, je pense qu'il y a plein de choses qui existent, hein, et il y a pléthore sur Internet. L'idée, c'est vraiment que vous alliez tester, essayer, puis voir qu'est-ce qui vous correspond à vous. Que vous ayez aussi plusieurs outils, parce que tout d'un coup, voilà, là je prends l'exemple de la cohérence cardiaque, mais tout d'un coup, le jour J, il y a un des outils qui ne fonctionne pas, où la situation est plus dégradée que d'habitude. C'est bien d'en avoir plusieurs et de se dire, tiens, l'autre jour, on m'a parlé de ça, je vais essayer et voir si ça fonctionne pour vous ou pas. Mais après, effectivement, tout ce qui va être... l'idée, c'est que vous ayez des outils pour avant, pendant, après. Et qu'est-ce que je fais? Et si je ne peux pas évacuer mon stress tout de suite, comme vous disiez dans le cadre pro, parce que ça enchaîne, c'est juste de dire, OK, je vais quand même devoir le faire à un moment donné. Donc, je ne peux pas le faire tout de suite maintenant. Donc, peut-être que je vais avoir besoin de quelque chose pour me dynamiser parce qu'il faut que je reparte en inter, mais le soir, le lendemain ou au gros maximum le week-end, il faut que je prenne soin de ça pour éviter d'accumuler trop. Et APM, peut-être, je ne sais pas si vous êtes en binôme ou pas, parfois pas. Si vous êtes en binôme, ça peut être aussi le réflexe de dire, tiens, je passe le relais. Voilà, moi, je vais me mettre plutôt en retrait, c'est l'autre personne qui va gérer. Parfois, on peut le faire, parfois pas. Hein. D'accord, très bien, merci beaucoup. Donc, je vous propose de clore ce premier webinaire de 2022. Et puis, nous ne tarderons pas non plus à vous donner une nouvelle date pour un deuxième webinaire qui sera vraisemblablement fin juin. Et puis, je vous invite à compléter le questionnaire dont le lien a été donné dans le mail qui a été envoyé hier. Et il y a aussi une petite partie pour pouvoir nous proposer d'autres thèmes que vous aimeriez que l'on aborde. Merci beaucoup, bonne journée et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne journée. Au revoir. Merci, pareillement. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Bonne journée. Merci. Bonne journée à tous et toutes. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci. Il y a un bout de chou qui est pas loin. Il y a des bébés pas loin. Oui, pardon, c'était à moi et c'est pour ça que j'avais coupé ma caméra. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci, pas de souci. Je n'arrivais pas à tout gérer. Non, mais il n'y a pas de souci. Merci d'avoir été là malgré tout ce qu'il y avait à gérer. Non, mais nickel. Bonne journée. Bonne journée. Merci, vous aussi. Alors, je vais juste voir si... Voilà, super. Alors, on est à nouveau toutes les trois, c'est bon? Ouais, ça y est, on a On peut peut-être arrêter l'enregistrement. Oui. Alors.